30 jours. Ouais, trop bien. Direction Dallas. Bon appétit à ceux qui sont en train de se faire un barbecue. Tout à fait, Dallas, faire honneur au Texas. Texas. On va manger de la grosse barbac aujourd'hui. Installez-vous peinard. C'est le classique de chez Classique, 30 jours avant le début de la saison régulière. 30 prix en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré et même de ta chaîne préférée. On a déjà fait beaucoup de franchises. On commence à se rapprocher de certaines équipes qui pourraient jouer fin avril. Voilà. Oui. Fin avril. No teaser. Au moins mi-avril, peut-être. Tout à fait. Mais peut-être pas pour Mais les peut-être Mavs, ou pas non peut-être plus. que si. Peut-être, tout à fait. C'est à voir plus tard dans cette preview. À la fin de la preview, quand on fera les pronostics. On le rappelle évidemment, puisque Alex vient de me tendre le bâton, il ne s'agit pas d'un ordre de classement, c'est juste on le fait, on essaie de voir qui placer et on va monter en température vers les gros vers Gentiment, quoi. Ça va être pas mal. Ouais. Exactement. Et évidemment, chaque preview commence par la première section. Petit coup d'œil dans le... Rétroviseur. Alors, les Mavs, il y a deux thèmes évidents sur la saison précédente. Il y a quand deux on regarde. saisons un peu. Enfin, je sais pas comment dire. C'est ça. Pour moi, il y a deux thèmes vraiment. C'est les débuts de Luka Doncic. Ouais, incroyable. Absolument incroyable. Hein. Je pense qu'il est tout à fait ready pour la NBA, Luka. Non, alors oui, il y a ça, il y a le côté. Beaucoup n'y croyaient pas forcément, les ricains n'y croyaient pas, blablabla. Ouais, et surtout tout. ça. Beaucoup Il a n'y été- croyaient pas, virgule, qui habite entre Washington et Los Angeles. Oui, non, mais attends, même en Europe, tout le monde n'était pas non plus. Enfin, Non, donc je ne peux pas prévoir une saison all-time. c'est ça. Oui. C'est-à-dire que être confiant dans le potentiel du gamin, c'est une chose. Mhm. Imaginez que le mec va débarquer en NBA et va être un espèce de franchise player au bout de 2 semaines. Bon, bah, ça en est une autre quand même. Clairement, deuxième des votes derrière LeBron dans les front court des Awards, dans le front court du All-Star. Ouais. Pendant un certain moment, on a fait genre, what? Derrière LeBron, il y a Luka Doncic? Ouais. Ok, pas de problème. Non, et puis au-delà de ça, au-delà de la hype, il y a ce qu'il a fait sur le terrain. Ce qu'il a Clutch. fait sur le terrain, alors clutch, mais même d'une manière générale, très sérieux, très complet, offensivement. Mhm. Nous avons devant nous un prodige. Tout à fait. C'est indéniable. Défensivement, c'est autre chose. Non, bien sûr. Mais offensivement, Oui, il y a encore de la marge, c'est mais- un putain de prodige. Offensivement, Point barre. tout à fait. Et il a eu le droit aux éloges de ses adversaires. Au-delà des coéquipiers, il y a beaucoup d'adversaires qui ont rencontré Luka et qui ont fait C'est lui, mérité. Ouais. c'est bon. Ouais. C'est Lui, un là- crack, il fait partie du club. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 semaines qu'il joue. C'est ça, c'est clair. C'est Très bien. normal. LeBron, Draymond, Curry, tout le monde a fait des éloges. Et donc, c'est vrai que la Luka Mania vraiment a pris Dallas et la NBA assez rapidement. Comme tu le disais, il y a 2 saisons, parce que, bon, moi, quand je parle de thème, évidemment, il y a le thème Luka et le thème Dirk. Évidemment, puisque c'est quand même la dernière saison en carrière de Dirk. Alors, on se pose la question pendant la saison, mais on voit des moments absolument fabuleux. Doc Rivers. Doc Rivers, Oh c'est là là magnifique. là là, Magnifique. Doc Rivers qui prend temps mort. Allez, on se lève. The greatest of one of the greatest of all time. Ouais, enfin, je veux dire, la totale des hommages dans tous les sens. À San Antonio, le dernier match. Merci les Suns, d'ailleurs, pour le dernier match de Dirk. Quoi, petite On n'oublie prise à pas. deux, normal. C'est normal, on va pas Double laisser team chuter sur non Dirk, plus. n'importe quoi. Aucune race. C'est clair, c'est une Vous irez honte. voir la preview des Suns. Une honte. Mais Dirk qui part, ça c'était cool. Et donc, avant de non, parler c'était de pas ça. cool, non. Non, c'était mais pas je veux cool. dire, c'était Non, cool de non. voir les hommages. C'est oui, Alex, voilà. Mais c'est quand même c'était cool pas de voir les hommages. Oui, mais attention, Tu vois, par exemple, à l'inverse des Suns, attention, il y a des gens qui sont encore pas- sensibles. Bien sûr. Il y a encore des gens qui sont Ouais, mais il faut sensibles tourner la page des fois, ça va pas durer à dire éternellement, tu vois. que j'avoue que c'est chaud. Voilà. C'est chaud. Mais d'ailleurs, vous pouvez faire la comparaison avec les Spurs, où Pop notamment lui laisse l'isolation sur ses dernières secondes, c'est ses dernières secondes en carrière, donc Mais forcément. bien tu te sûr, dis, mais c'est normal, ouais, putain. c'était normal. Mais donc, comme tu le disais, il y a 2 saisons parce qu'il y a aussi en gros événement ce transfert en plein milieu de saison. Tu démarres la campagne, tu te dis waouh, DeAndre Jordan plus Luka Doncic, c'est de la balle. Ça va durer 3 mois. Ouais. Big time trade, les Mavs se rendent compte qu'en fait il faut pas perdre de temps. Quand t'as une pépite comme Luka, il faut lui proposer tout de suite un bras droit all-star de qualité. Et en même temps, ça coïncide avec le fait qu'à New York, entre un certain laiton et nos amis dirigeants des Knicks, ça se passe pas hyper bien. Ça coïncide. Ouais, le fil de communication est pas top. Hein, il est pas ouf, quoi. Non, c'est clair. Donc on a ce blockbuster qui débarque. Oh putain, on s'en souvient, on était en pleine soirée. Ah non, mais- What the fuck? Ça a pris 20 minutes. Ça Tim s'est fait. Hardaway, Courtney Lee, Wes Matthews. Enfin, il y a beaucoup de Tim monde Hardaway, dans le délire. Courtney Lee, Wes Matthews et DeAndre Jordan. Et dans l'autre sens, Chris Tapps, Tim Hardaway Jr. Ah non, attends. Là, disons que non, tu non. as DeAndre et Oui. Dennis Smith Jr. Moi, Je voulais faisais faire tout le trading, package. pardon, Ouais. excuse-moi. Non, mais c'est juste que tu as Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wes Matthews, oui, qui se fait baillotte après par les Knicks. Bref, il est vrai que du coup, L'autre côté. le Lucas, on lui a enlevé ses cadres et on lui a enlevé un peu la team avec laquelle ça tournait pas trop mal, avec laquelle les Mavs pouvaient espérer beaucoup plus de wins que les 32 sûr. qu'ils ont au final. Bien sûr. C'est pas ouf finalement, 32 wins. 33.
33-49. Ah, 33, t'as raison, autant pour moi. Pas de play-off du tout. Je crois qu'ils sont avant-derniers. Je crois qu'il y a que les Suns derrière eux. Ils passent derrière les Pels, derrière les Grizzlies. Il y a que les Suns derrière les Mavs. Bien sûr, après, il y a égalité entre les Grizzlies. C'est serré, ils sont loin devant les Suns. C'est ça, Grizzlies, Pels et Mavs sont à 33 victoires, donc après, c'est la décharge. Voilà. Mais comme tu le dis, Luka, tu lui enlèves ses partenaires de pick and roll et tu leur mets des nouveaux, tu demandes pas à un gamin de 19 ans de devoir gérer. Il n'empêche que l'autre, quand il joue 32 minutes, il y a un triple-double et voilà, I think I played pretty good. Et puis même les matchs où il est pas en forme au tir, en fait, il arrive à contribuer parce que il distribue tout le jeu, il contrôle déjà le tempo. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on en parlait dans la preview d'Enix. Je crois que c'est moi qui en parlais, le fait qu'il a rendu un peu, entre guillemets, Dennis Smith Jr. un peu useless aux yeux de Rick Carlisle, quoi, tu vois. Bien sûr. Et de Donnie Nelson et de toute la clique, bien sûr. Quand tu y penses. Les mecs se sont dit, on ne perd pas de temps. Donc, il y a eu cette espèce de fin de saison où tu voyais Porzingis en costard, Dirk qui faisait sa tournée d'adieu et Luka qui enchaînait ses petits step back à 3 points. Et les Mavs qui terminent avec 33 victoires. Bon, tu savais aussi ce qui allait se passer. Ton pick de draft qui était protégé du côté d'Atlanta. Donc voilà, après, je veux dire, l'été, on savait, il allait devoir y avoir un gros été du côté de Dallas. Mais sur la saison, bon, tu tournes surtout cette page Dirk, quoi. Je veux dire, plus de 20 ans avec le même franchise player. Tu tournes la page Dirk et dans un grand bonheur pour toi en tant que franchise et pour tes fans et pour ton management, ça coïncide avec une nouvelle page qui s'ouvre, la page Doncic, et ça sent bon cette affaire. Exactement. Ça sent bon, quoi. On va regarder en arrière dans quelques années et se dire putain, en termes de transition d'un franchise player, disons que c'est pas tout à fait le Thunder, tu vois, par exemple. La transi, quoi, les mecs. Tu passes de ton meilleur joueur de l'histoire à les ça, mecs, par ils exemple. perdent leur plus grand joueur de leur histoire, genre sans discussion possible du tout, tu vois. Et ils ont un prodige dans les mains qui peut devenir un truc de ouf aussi, en fait. Et un bras droit sympathique. Et en plus, ils ont pécho un bras droit en milieu d'année. Non, franchement, il y a un peu de basket. Après, il fallait entourer tout ça pendant l'été, quoi. Exactement, transi, magnifique. Alex, il est chaud bouillant. On va regarder évidemment tout ce qui s'est passé dans le management de Dallas sur le marché de l'été. Les tableaux. Tchac. Le tableau des Mavs, voilà pour leur été. Bon, côté départ, on l'a vu, on a Dirk, évidemment. Voilà. Donc ça, Auf Wiedersehen. Voilà, c'est un peu dur comme départ, mais en même temps, le type, 41 ans, à un moment donné, tu laisses les parquets, il arrive, faut le dire. Après, on arrête avec Dirk, mais il mettait plus un pied devant l'autre. Sur la fin, c'était l'horreur. Enfin, c'était chaud de le voir. Moi, je veux bien vérifier qu'il avait 41 ans, parce que pour moi, il a fait 73 saisons en NBA. Voilà, record all-time. Non, il avait vraiment du mal. On a vu des mecs partir vieux, qui avait quand même l'air un peu en meilleure forme que Dirk. Dirk, en plus, il était en roue libre sur les réseaux sociaux et tout. Genre sa dernière saison, c'était génial. Colonie de vacances. Ouais, c'était génial. Dirk part, Trey Burke aussi, le test qui a été fait justement dans le trade avec les Knicks. On laisse Devin Harris quand même. Bon et loyal au service, monsieur Devin Harris. Tout à fait. Qui était revenu à Dallas après quelques piges, notamment à New Jersey et à Denver. Et l'un des frères Antetokounmpo aussi qui n'est pas resté, Costas. Il avait été drafté l'année précédente, et bon. Il n'est pas resté. Après, il y a eu d'autres petits mouvements, mais sinon, Côté arrivé. Avant d'arriver aux prolongations, parce que les prolongations, c'est limite ce qu'il y a de plus intéressant dans le marché de l'été de nos amis les Mavs. Côté arrivé, c'est un peu ce que je qualifierais d'un peu léger. C'est-à-dire Dylan Wright, meneur intéressant. Oui. Maintenant, on va en parler après dans le 5 majeur et tout. Quel va être exactement son rôle? Est-ce que c'est un titulaire ou quoi? Comment ça se goupille? C'est ça. Le frangin Curry, 7, qui était déjà là il y a 2 ans et qui revient après un passage aux Blazers. Ouais, il avait bien kiffé à Dallas. C'est cool de le revoir dans la région. Et puis Boban. Et Boban quand même. Boban, parce qu'un seul mec de 2m20 dans un racket, c'est un peu juston. Donc faut en mettre un deuxième. Et puis les réseaux sociaux des Mavs, ça y est, sont en roue libre depuis que Boban est là, parce que là l'autre il arrive, hey Texas, I love it. Donc l'autre il se fait un gros kiff. Non, c'est sûr, le test d'Elon Wright, ce qui était intéressant, c'est de voir le culot qu'ont eu les Mavs en sachant que Memphis pouvait matcher, si je dis pas de bêtises, l'offre. Ils se sont dit, bon, on va lui mettre un tarot, on va voir ce que fait les Grizzlies. Memphis a fait. Memphis n'ont pas bougé. On va vous le laisser. Et donc, quand tu vois les options qu'avaient, et en effet, on va en parler après, les options qu'avaient les Mavs à la main, c'est pas mal. Tu retombes sur tes pattes. J'étais un peu surpris. Ouais, tu m'as dit là que t'étais pas trop. Moi j'étais un peu surpris que, au-delà de la prolongation de Porzingis, qui a été, on lui a mis un gros tarot, quoi. Et puis Cuban, il avait prévenu tout de suite. De toute façon, l'autre première conférence de presse, tu restes toute ta life. Et il y a le journaliste qui demande à Christophe, genre, vous pensez rester combien de temps et tout, machin et tout. Là, il y a Cuban qui fait, je peux répondre moi à la question si vous voulez, en fait. Ta gueule, il bouge plus jamais, en fait. C'est ça.
Tu vas rester jusqu'au 1er juillet à minuit 1. Voilà, c'est ça. Et après, tu vas rester. Jamais. Ils ont prolongé aussi Dwight Powell. Tout à fait. Dorian Finney-Smith. Voilà, et Kleber aussi, je crois. Hein. Tout à fait, Maxi Kleber. Bah, quitte à ce qu'il y ait un Allemand qui vient de Würzburg, il faut au moins en avoir. Voilà, c'est ça. Toujours les traditions à Dallas. Très important à Dallas d'avoir les mecs qui viennent des bons endroits. Ces prolongations-là, moi, je les valide vraiment. Je trouve que je trouve qu'elles sont malignes de la part des Mavs. Là où j'étais un peu plus sur ma faim sur leur été, je te dis, c'est au niveau des arrivées. Parce que je conteste pas le talent de Delon Wright, de Steph Curry. L'intérêt d'avoir Boban dans ta rotation, on verra et tout machin. Mais on va en parler par la suite dans le 5 majeur. Je pensais, après, voilà, je pensais que les Mavs allaient tenter quelque chose, soit via carrément un trade de Tim Hardaway dans un package, ou via la free agency. Je pensais que les Mavs allaient tenter un truc plus gros sur les externes. Genre, j'aurais aimé, je sais pas moi... non mais de toute façon, il y a eu des pistes. Il y a des pistes, mais je trouve qu'il n'y a pas... On sent, après je me trompe peut-être, je suis pas non plus une petite souris dans le bureau de Mark Cuban, j'ai pas eu la sensation que ça se craquait des masses sur le marché. Quoi, écoute... Pour choper du gros talent sur les externes, pour accompagner Luka Doncic. Je vois. Écoute, si on revient sur quelques dossiers, assez rapidement en juin, on a vu que Kemba et Boston, c'était déjà... Parce qu'il y a eu la piste Kemba, où ils étaient chauds, mais quand ils ont vu qu'en fait Boston était dessus, à un moment ils ont fait genre vas-y, c'est mort. Au niveau des meneurs après dispo, c'est allé très 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 vite. Parce que c'était vraiment le poste de meneur là, qui devait essayer de blinder. Et après, je pense, comme on va le voir sur la saison à venir, que les copains Courtney et Tim Hardaway Jr., je pense que Dallas essaye de bien gérer ses sous et d'avoir des petites contreparties contre ces mecs-là qui peuvent être transférés avant février. Possible. Ils n'ont pas trop envie de tout chambouler, je pense. Il y a déjà un système à mettre autour de 2 jeunes superstars et effectuer cette transition post-Dirk, quoi. Donc, je pense qu'ils ont été assez... Moi, j'ai assez bien aimé dans le sens où ils se sont pas non plus craqués slip parce que faut déjà voir ce qu'ils ont, en fait. Est-ce que KP va tenir ? Est-ce que Luka nanana ? Enfin, voilà, quoi. Ok. Mais bon, voilà, moi j'étais un peu sur... Et voilà, dites-nous ce que vous pensez justement de l'été des Mavs, ma foi, notamment la Mavs Nation qui on sait est au taquet. Monsieur Rick Carlisle, on va en parler ? Allez. Parce que Monsieur Rick Carlisle, il a un 5 majeur à mettre en place et on va parler de ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, Alex, on tend la main, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. C'est parti, Rick Carlisle, tu as un 5 majeur à nous mettre en place. Il y a du matos, il y a du monde, il y a de la jeunesse, il y a du talent, il y a aussi de l'expérience. Il y a un ou de lock, non ? Il y a de lock. À partir du moment où tu as Luka Doncic sur 2 jambes avec 2 bras et Kristaps Porzingis sur 2 jambes et 2 bras... Franchement, même sur une jambe, Luka, c'est titulaire. Bien sûr. Ouais. Et Porzingis, on espère qu'il sera sur 2 jambes. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui l'ont vu, il y a eu le Media Day des Mavs. Pour ceux qui se posent la question, Porzingis, oui, a complété totalement sa rééducation selon le staff médical des Mavs, Rick Carlisle et Nelson et toute la clique. Donc lui, il devrait être à 100% pour la reprise, ce qui est une excellente nouvelle. Il n'a pas joué depuis 1 an et demi, non ? Tout à fait. Donc bon. Bien sûr, mais il n'empêche qu'il y aura du load management, c'est-à-dire les back-to-back et tout ça, il faudra faire attention. Porzingis ne va pas faire 82 matchs, ça c'est sûr et certain. Ils vont faire très attention, mais en tout cas, tu abordes la saison avec un KP surmotivé et un Luka surmotivé, ce sont des logs dans le Question tout de suite pour toi. C'est pas vraiment... J'ai envie de te dire, à quel poste tu mets Luka, à quel poste tu mets Kristaps ? J'entends par là, je te demande pas de me dire c'est des 3 et tout, mais en gros c'est plutôt, est-ce que Luka tu le mets dans un rôle externe où il a un 1 et un 2 à côté de lui ? Et est-ce que Kristaps tu le mets plutôt dans un rôle de 5 avec un ailier fort, ou est-ce que tu le mets plutôt dans un rôle d'ailier fort avec un pivot ? Alors, pour te répondre tout de suite... Pas si simple. Tout à fait. Pour te répondre tout de suite, évidemment grâce au Media Day, c'est pas qu'en fait il y a les 30 prises en 30 jours avant et après, mais ce qui est cool c'est que là on a pu voir des coachs parler notamment, donc ça aiguille pas mal de choses. Eric Carlisle mentionnait le fait d'avoir Luka en meneur cette saison. Mais poste 1 ? Poste 1. Alors après, entre le mettre à un poste particulier et lui donner la création, tu vas me dire, l'année dernière, parfois il jouait 4 et il était meneur, enfin je veux dire, il était dans la création. Quoi qu'il arrive, il aura la création. Il aura la création, exactement. Mais j'ai l'impression que ce qui se prépare du côté de Dallas, du moins s'il faut aligner 5 types sur la feuille de match, c'est Luka 1, KP 5, et après tu essaies de trouver des mecs qui les complètent. Donc il te faut quand même tout de suite mettre en 2 ou en 3 un mec capable de bien défendre les meneurs un peu rapides dragster, parce que ça, Doncic, tu vas pas lui demander ça serait l'abîmer pour rien, je pense. Delon Wright. Donc Delon Wright à côté, ou tu demandes ça à Courtney Lee ? Peut-être, à voir.
J'ai l'impression Tu demandes pas ça à Tim Hardaway quand même? Non, d'ailleurs Tim Hardaway il s'est exprimé là-dessus, il sait pas encore s'il est titulaire, le fraté. Parce que c'est sympa ce qu'il a fait l'année dernière, mais... Pourtant, je pense qu'il a un rôle, moi. Oui, bah pour knockdown jumper. C'est quoi? C'est Dorian le titu? En 3 par exemple, du coup? Écoute, comparons nos 5. Qui mettrais-tu dans ton 5 majeur des Mavs? Donc, moi, Luka Kepi. Personnellement, je mettrais évidemment Doncic et Porzingis. Mm-hmm. Autour d'eux, je mettrais Tim Hardaway Jr. et Dorian Finney-Smith. Mm-hmm. Deux joueurs externes qui... J'aime bien Dorian Finney-Smith, j'aime bien sa polyvalence, son côté complet, il va se battre, il va mettre une énergie que Luka Doncic mettra jamais et que Tim Hardaway mettra pas tout le temps, sans lui faire offense. Ouais. Et après, le choix, c'est est-ce que... Donc ce quatuor, Doncic, Tim Hardaway, Finney-Smith... Est-ce que tu considères Finney-Smith comme un mec capable d'épauler Porzingis au rebond, donc un espèce de poste 4 un peu small, ou est-ce que tu mets un poste 4 autour de ces mecs-là et donc Luka a vraiment la main? Ton autre solution, c'est de mettre un Dylan Wright ou un JJ Barrera ou un je sais pas, Courtney Lee, encore titu, tu vois. Je vois. Et du coup, ton Dorian, c'est un peu ton... Voilà. À voir, parce que dans ce cas-là, t'as Dwight Powell, sinon. Alors, moi, il y a deux options. Je pense que Dylan Wright n'a pas été payé à ce prix pour être en sortie de banc. Notamment, je pense qu'il a été vraiment pris là pour être aux côtés de Luka. Donc moi, je le mets aussi en titulaire, Dylan Wright. Donc Dylan Wright, Luka... Sur la traction backcourt, j'ai Luka et Dylan Wright. Luka, c'est ça. Tu mets Tim Hardaway Jr., toi? Et alors, pour moi, tu gardes vraiment JJ Barea et Tim Hardaway Jr. en sortie de banc, surtout que THJ, c'est... Tu mets Finney-Smith, alors? Et après, l'hésitation, c'est... J'aimerais bien mettre Finney-Smith, mais en fait... Tes forward, c'est qui, du coup? J'aimerais bien mettre Dorian Finney-Smith, mais mon hésitation, c'est soit Dwight Powell, soit Maxi Kleber en 4. Donc Kristaps dans un rôle de 5 avec un 4 un peu éboueur, bosseur, taffeur. Par exemple, sachant que Dwight Powell a vraiment cette énergie-là et qui peut prendre les lobes de Luka Doncic, tout à fait, et que Maxi Kleber est plus un mec capable de shooter, donc je mettrais Dwight Powell. Je ferais Porzingis, Powell, Finney-Smith, et sur la ligne arrière, Dylan Wright, Luka Doncic, ce qui me permet d'avoir en sortie de banc Maxi Kleber, JJ Barea, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee et Dirk. Ah, c'est pas fou ce banc. C'est pas fou ce banc. C'est pas fou, mais tu vois, il y a un équilibre à trouver et je pense que Carl va utiliser ce camp pour pas mal. Ah, bien sûr. Et puis attends, il va utiliser aussi le début de saison. Toi, tu mettrais Powell ou Kleber dans le 5 ou pas? Ou tu gardes ces deux gars-là Moi, je me demande. Parce que Dorian peut jouer 4 aussi. Je me demande si Dorian Finney-Smith serait pas sur le banc. Ok. Avec des minutes, hein. Oui, je vois. Mais sur le banc. Ouais, bien sûr. Je me demande si avoir dans ton 5 Tim Hardaway Jr., c'est pas quand même intéressant. Eh putain, le 5 que tu m'as fait là, qui shoot vraiment là-dedans? Ok, Porzingis. Dylan Wright. C'est pas... Luka. Non, bien sûr. Bah Luka, oui, mais il a la balle en main beaucoup quand même, donc c'est pas pareil. Alors je suis d'accord pour Tim Hardaway, ça shoot. Je demande à voir. Mais alors, par contre, sur le premier rideau, j'adore Luka, mais le premier rideau, Tim Hardaway Jr., Luka Doncic... Dylan Wright, oui. Tim Hardaway Jr., Luka Doncic, Dwight Powell et Kristaps, par exemple. Prends des points, ça, putain. Oui, mais sinon c'est ton banc, parce que toi, le banc que tu m'as cité, dis donc, Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr., JJ Barea, c'est même plus porte ouverte à ce niveau-là, c'est un salaud. Ah, mais bien sûr. C'est un salaud, là, bien ton sûr. truc. Hein. Mais de toute façon, il y a Dallas... plein de secondes units dans la ligue qui vont arriver, qui vont faire. Potentiellement, mais de toute façon, Dallas, là, ils ont pas pris des verrous dans tous les sens. Hein. On est d'accord. Là, Dallas. Ils ont un effectif, tu peux faire tous les 5 J'aime bien les déclarations là, de l'été et des médias day, genre là, si t'écoutes les mecs. La priorité, c'est la défense. Là, il y a 30 équipes qui vont défendre le plomb. J'ai perdu 20 kilos. Pendant toute la saison, il y a 30 équipes qui vont défendre le plomb. J'adore ça, ça me fait toujours triper. Tous les ans, c'est pareil. Bien. Ouais, nous, cette année, lockdown defense. Ouais, c'est ça. Tu peux pas aller en playoff sans défense, donc on va défendre. 1er novembre, 27e au rating. Donc, disons que, non, effectivement, c'est toute la complexité des choix que devra faire Rick Carlisle. Parce que bon, on va y venir après, je crois, dans une grosse question. Évidemment que de toute façon, Carlisle va chercher 3 mecs qui sont intéressants à foutre autour du duo Doncic-Porzingis. Oui. Ça, c'est clair. Donc après, toute la question, c'est est-ce qu'il oriente plus son truc en mode mec polyvalent complet, défense rebond et tout ça, à la Dorian Finney-Smith, à la Dwight Powell, ou alors est-ce qu'il se dit quand même, ça serait bien d'avoir du gros spacing aussi, quoi. Donc là, Tim Hardaway Jr. aura son coup à jouer. Tout à fait. Voilà. Je pense que ce à quoi il faut s'attendre, et je serais vraiment pas étonné quand on prend notamment le contexte par rapport à un Porzingis qui ne va pas jouer certains back-to-back, bon, il y en a une douzaine, hein, donc c'est pas non plus la totale, hein, mais je pense qu'il y aura pas mal de repos. Il a dit clairement, Carlisle, Luka lui offre une telle
polyvalence et flexibilité, il peut faire littéralement jouer Luka 1, 2, 3, 4. Enfin, je veux dire, en fonction des match-ups. Il peut mettre le type de joueur qu'il veut. Exactement. Donc, je serais pas étonné que même il y ait du Jalen Brunson qui débarque parfois parce qu'il a fait une bonne première saison rookie et qu'il peut mettre de la dynamite aussi. Courtney ou Seth Curry. Parce que Seth Curry, dans le genre, j'amène du spacing et je sais jouer en catch and shoot, c'est intéressant. Ouais. Non ? Si, en fait, j'arrête pas de. À chaque fois qu'il y a un joueur qu'on mentionne, j'arrête pas de penser à la défense des Mavs. Ah, ça. Ou Boban Boban, Kristaps dans le 5. Non, évidemment, non. Mais donc, c'est. Non, c'était pour rire. Hein. Avec Dwight Powell en stretch. Non, mais c'est juste par rapport à cet aspect-là de Luka qui peut créer tellement de possibilités que je ne serais pas étonné de voir Carlisle utiliser 6, 7, 8, 5 majeurs différents, quoi. Ah ouais, bon aussi. Et puis des rotations qui changent de match en match, avec des temps de jeu très aléatoires pour certains joueurs. Tout à fait. Moi, je serais pas du tout étonné que de temps en temps, Delon Wright, il joue 8 minutes et le lendemain, il joue 32. Hein. J'exagère un peu exprès. Hein. Mais où tu vois des profils comme ça, en fonction des match-ups, tu vois, Seth Curry, Courtney Lee, il y a des mecs comme ça, genre, je pense que Carlisle va forcément, il aime faire ça. Il aime son espèce de flow offense, là, tu vois. Ça. Donc là-dedans, on va voir qui va bien s'adapter et qui va être efficace. C'est ça. Dites-nous, surtout vous, la Mavs Nation, qui vous voyez, et les observateurs tout simples, qui vous voyez dans le 5 majeur, beaucoup d'options pour Rick Carlisle. Ce qui est bien, c'est que c'est un bon coach. Donc il va pouvoir nous faire une bonne petite cuisine. Ah non, moi j'ai toute confiance là-dessus. Mais il y aura une question qu'on posera peut-être à Rick avant le début de la saison. C'est une grosse question pour la saison à venir. Une question de la mort. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the death. Tout à fait, nous sommes au Texas et on va devoir répondre à une grosse question. Il y en a plein sur la saison à venir. Mais il y en a une qu'on a voulu isoler totalement quand on voit l'arrivée de Porzingis, quand on voit la hype autour de Luka Doncic. Ça y est, ils vont enfin pouvoir jouer ensemble, les deux phénomènes from Europe. Que peut-on attendre du duo Doncic-Porzingis sur la saison à venir ? Voici la question de la mort. Première saison ensemble. Pas de raison particulière de douter de leur entente technique. Ou émotionnelle. C'est-à-dire que quand Luka Doncic a la balle et que Kristaps vient faire un écran, même si Kristaps n'est pas le plus costaud du monde dans les écrans, il fait quand même 2m20 et en plus on a vu les photos de sortie d'été, ça a travaillé un peu les muscles et tout. Et il s'est pas branlé. Et il a pas le chois. Ou alors voilà, beaucoup. Vas-y, continue. Pour faire le muscle du bras droit. Bref. Kristaps, Luka qui prend un écran de Kristaps qui recule à 3 points. Tu peux pas le laisser tout seul, l'autre shoot trop bien. Et s'il est ouvert un temps soit peu, il va recevoir le ballon, parce que Doncic, à la passe, il voit tout. Si tu sors trop et que tu laisses les gros en ISO sur Doncic, je pense qu'il va foutre la misère à plein de gros. Doncic, il est grave capable. Et Porzingis a l'intelligence d'aller dans un corner et de faire on va lui laisser l'espace de pénétration, parce que là, il y a une mismatch. Et Porzingis, il sait à peu près rouler, hein, l'autre. Hein. Donc s'il roule bien, il va se faire servir. Et une fois que tu fais 2m20 et que t'es servi en mouvement sous le cercle, bon. Donc ça... Offensivement parlant, leur entente technique et tactique, c'est du travail au quotidien, c'est apprendre à se comprendre, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner. Tout à fait, et il y a Dirk qui va être là à chaque fois pour aiguiller un petit peu en coulisses, Eric Carlisle et Mark Cuban et Don Nelson pour dire voilà ce qu'on voit qui pourrait être vraiment bien. Il est sûr et certain, et tu vois comment ils s'entendent et comment ils sont excités à l'idée de jouer ensemble, tu sens que c'est un duo, c'est pas un duo où on se pose beaucoup de questions, tu sais que ça va marcher. Après, offensivement tout à fait. Offensivement et techniquement. Soyons précis. Parce que, tout à fait. Après, ce qui est particulier quand on l'a vu avec Luka, et ce sera intéressant de voir comment Porzingis se sent physiquement, c'est que Luka aime bien ces espèces de grands qui font des écrans à la DeAndre ou Dwight Powell, où derrière ça roule et ça finit en alley-oop. Et je dis pas que Porzingis ne peut pas faire ça, il a montré qu'il était capable. Mais est-ce qu'on va aussi avoir droit offensivement à plutôt un Porzingis qui s'écarte, donc qui ne roule pas mais qui pop au lieu de rouler? Ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'il trouve leur alchimie là-dessus. Parce que plus dans son jeu, à Porzingis, il aime bien pop, quoi. Il shoot bien, quoi. Non mais exactement. Donc je dis pas que c'est un problème, c'est juste que ça va être différent. Luka va s'ajuster, mais ça va être différent. Tous les deux. Et voir ce que ça peut donner quand en fait, peut-être qu'il y aura beaucoup plus en fait de pick and roll avec par exemple un Powell ou un Kleber, parce qu'en fait Porzingis, s'il est dans le corner, tu ne peux pas le laisser seul. Non. Parce que si Luka le trouve, c'est 40% à 3 points et ça fait filoche. Ouais. Donc on est d'accord. Offensivement, techniquement, dans l'approche, l'âge, from Europe, la suite de Dirk, tu sens que ça va être assuré. Après, va être intéressant toujours pour être sur le côté offensif. Ça va être intéressant de suivre
jusqu'à quel point ils vont se comporter tous les deux en leader pour tirer l'équipe vers le haut, faire en sorte que de pas oublier Seth Curry dès qu'il est sur le terrain. Seth Curry, faut lui filer des ballons parce que s'il est un peu en feu, bah tout de suite ça devient une arme ça, qui est capable de te foutre 3, 4, 5, 3 points. Ils ont l'air d'avoir cette approche-là. Même chose pour Jalen Brunson, même chose pour le petit Dylan Wright. Comment tu nourris un Finney Smith en transition parce qu'il aime bien ça en jeu rapide, et ainsi de suite. Et ils ont ce côté compétiteur Tim aussi, Hardaway, évidemment. Bien sûr. Et ils ont ce côté compétiteur qui est aussi pas mal, c'est que tu le vois, Luka, il le dit en premier, ce qui l'a le plus broyé la saison dernière, c'est de perdre 50 matchs, quoi. Il est pas habitué à ça depuis qu'il est gamin. Il a peut-être perdu plus de matchs la saison dernière que dans toute sa life. Que dans toute sa life. Et Porzingis, il a aussi son petit côté compétiteur, genre allez les gars, genre on en a pris 15 hier, demain on se ramène le couteau entre les dents, quoi. Là aussi, ça me fait penser à une autre question, tiens, je veux bien ton avis là-dessus. Comme ça, là, au nez, quoi, au doigt mouillé d'expert, là. Luka Doncic. Le doigt mouillé. C'est Luka Doncic le patron ? Bien sûr. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je me permets, parce que je sentais la question venir. C'est Luka Est-ce qu'on Doncic. est bien sûr que Porzingis va être complètement dans le mood ? Ouais. Ok. Mais ça, j'en suis pas sûr, moi. Je demande à voir. Non, mais je veux dire... Le patron, c'est Luka. Si, tout à fait. Moi, je l'affirme, et après, vous décidez, hein, ça se trouve, il a 3 ans de moins, ou 3 ans de moins, j'en sais rien. Je dis juste que si Kristaps était un mec validé en NBA, qui avait gagné des matchs, qui avait été en playoff, etc., il pourrait y avoir un sujet. Kristaps, il était quand même niveau All-Star avant de se blesser, là. C'est pas non plus... individuellement, mais je parle juste de collectivement. Il vient tellement de la crasse avec les Knicks, que n'importe quel modèle dans lequel il peut devenir bon et être vu comme un winner, il va le prendre. Et à Dallas, le mec, il arrive, j'aime bien Kristaps, hein. Il arrive, mais s'ils l'ont pris, c'est pas pour construire autour de lui. Non. C'est parce que c'est une pièce idéale pour le lieutenant. Je suis d'accord. Je prendrais Luka, évidemment, en trompa, quoi. Tu le prends aussi ? Oui. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est tout noir ou tout blanc. Hein. Premièrement, et deuxièmement, c'est quelque chose qui se travaille aussi avec le temps. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a... Fin de match. Il y a des fins de match où il va peut-être falloir filer la balle à Porzingis. Il y a plutôt intérêt, parce que quand il va y avoir des switches et que l'autre il va être posté par Jamal Murray, il faudra peut-être qu'il fasse un fadeaway, quoi. Tu vois ? Ouais, bien sûr. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est drôle, c'est que depuis tout à l'heure, on dit offensivement. Voilà. En fait, non, c'est pas drôle. En fait. Moi, si j'étais fan des Mavs, je trouverais pas ça drôle. Parce que c'est un duo que j'admire et que j'adore déjà d'avance en attaque. Putain, je sais pas trop comment t'articules une défense autour de ces mecs quand même, c'est pas si simple. Bon, Kristaps a au moins le mérite de protéger le cercle, d'être très long et d'aimer aller au contre. Mais Kristaps n'est pas un rebondeur incroyable. Non, c'est sûr. Mais Doncic, il aime bien le rebond. Après, par contre, Doncic, quel que soit le poste que tu mets sur le terrain, je dis pas qu'il peut pas défendre. Il a défendu, il l'a montré déjà. Il a aussi montré que ça n'était pas son point fort et ça le sera sûrement jamais. Enfin, il pourra être un défenseur honnête, quoi. Pour moi, il sera jamais tellement plus qu'un défenseur honnête. On est d'accord. Luka. Les limitations physiques font que il pourra pas devenir élite. Par contre, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il a trop d'intelligence de jeu pour ne pas devenir un bon défenseur. Un minimum, quoi. En gros, il va essayer de pas pénaliser trop son équipe aussi. Tu peux savoir les angles dans lesquels te mettre pour ne pas paraître pour un flemmard. Donc je pense qu'en effet, défensivement, il y a des soucis. Oui, mais là, il va se faire beaucoup plus afficher. Moi, par exemple, personnellement, je suis n'importe quelle équipe qui joue les Mavs, je suis le coach. On sait que dans toutes les équipes NBA, aujourd'hui, tu as plus 1 ou 2 ball handlers capables. Quasiment, même les équipes de merde, je sais pas, même les Suns, t'as Booker, t'as Kelly Oubre. Moi, je suis les Suns. Je vais jouer les Mavs demain. Je dis à Booker ou à Oubre, chaque fois que vous avez Doncic, j'en ai rien à branler, celui qui a Doncic sur lui, il l'attaque balle en main. Rien à foutre. Allez, vas-y Kelly. Allez, vas-y Devin. Même toi Ricky. Allez, vas-y, attaque-le. Tiens Dario, il y a un switch, tu me le joues. Terminé. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tout le temps. Et je pense que si moi j'y pense, je pense qu'il y a d'autres coachs NBA qui y pensent. Tout à fait. Après, on sait que ces coachs-là aussi, et Carlisle il essaie de s'ajuster en se disant genre, attendez, on va mettre justement des mecs avec couteau entre les dents, type Finney Smith ou Kleber. Ils pourront pas défendre sur tout le monde. Après, c'est, tu vois. Monde, bien sûr. Donc, du coup, je suis très curieux de voir, et je pense que Luka Doncic a tout ce qu'il faut pour. Le compétiteur devrait prendre le dessus en défense. Exactement. Mais là, sa première saison, il était rookie, il a pris tout le monde par surprise. Là, maintenant, tu joues Dallas, Scouting Report. Attention les gars, il y a un prodige. Si on peut lui faire 2 fautes dans le premier quart, on le joue. Et bien sûr, tu vois, c'est con, mais tout le temps, quoi. Il y en a qui vont carrément avoir ça sur leur Scouting Report et qui vont vouloir. On a vu des stars se faire un nom offensivement et après avoir une réputation. Il faut voir quelle va être la réputation de Luka défensivement au bout de sa 2e saison. Parce qu'il y en a qui vont... il y en a qui vont aller le travailler. Tout à fait. L'autre après, c'est par rapport à Porzingis, c'est que
je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont réagir en disant waouh, mais putain, vous avez pas vu les comptes de Porzingis ou les comptes de Luka. Il protège assez bien son cercle. Ils sont capables, tout à fait, et Porzingis est capable de bien protéger. Il fait 2m20. Mais pareil, si tu as un switch et qu'il faut essayer d'attaquer un mec comme ça, qui vient aider derrière? Il va y avoir cette interrogation sur le niveau défensif du duo Porzingis-Doncic. Je pense qu'il faut... Le petit souci qu'il peut y avoir, c'est que on a vu les débuts de Luka qui sont incroyables au bout de 12 mois. On a vu les débuts incroyables de Porzingis. C'est quoi, c'est sa 4e saison? Ouais, c'est ça. Faut se rappeler que les mecs, ils sont tout jeunes. Ils sont tout jeunes, quoi. Faut leur laisser du temps. Donc, il faut accepter de se prendre parfois des grosses valises en face en attaque. Il faut leur laisser du temps. Ouais. Il faut leur. Tu deviens pas un expert défensif. Faut qu'ils se fassent les dents de lait. Ouais, clairement. Faut qu'ils apprennent à accepter certains défis. Faut qu'ils apprennent aussi à gérer leurs matchs. Alors, ils savent déjà le faire tous les deux. Hein. Mais tu vois, genre, les gros matchs, si tu veux gagner beaucoup de matchs ou quoi, va falloir des fois donner plus d'énergie que prévu en défense parce que l'équipe en a besoin. Et continuer à être les patrons en attaque. Ouais. Tout ça, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. Tout à fait. Et évidemment, cette situation physique par rapport à Porzingis, donc les matchs où il est au repos. L'état de santé de Kristaps, du manière générale. Hein. Et puis Dallas ne va pas non plus cramer Luka dans sa 2e saison. Il a quand même pas mal de basket derrière lui. Après, il est jeune, hein, à 20 ans, t'en as plein les mollets, donc tu peux un peu tirer sur la corde. Mais je pense que Dallas aussi va essayer d'alterner, de voir comment ça se passe les soirs où t'affrontes Charlotte. Ouais. Désolé, je cherchais l'équipe à prendre. T'affrontes Charlotte et à ce moment-là, peut-être que c'est Luka qui se repose et c'est Porzingis qui du coup est plus mis en avant et va devoir jouer. Les deux peuvent devenir des énormes cracks offensifs en duo, représentés. Ils vont être affichés partout en Europe. Il y a des matchs diffusés dans tous les sens, BeIN. Il y a des matchs de partout. Les dimanches, ça va être tôt. Mais en effet, je suis d'accord, il y a cette interrogation défensive. Et qui peut jouer sur toute la continuité des résultats et sur les partenaires, comment tu les impliques autour. Parce qu'on est à l'ouest. En plus. Et que donc Luka a été ouf, mais là, ouais, tu vas te taper des mastodontes tous les soirs, là. Quand il y a Paul George et Kawhi qui débarquent en ville, c'est un génie, Luka Doncic. Ouais. Et n'empêche que s'il doit attaquer sur Kawhi et défendre sur Paul George, non, bien sûr. ou défendre sur Kawhi, ça va être des matchs, je veux dire, tout génie qu'il est, il va falloir qu'il donne, quoi. Bien sûr, surtout que le scouting, il est connu. Enfin, je veux dire, tu vas chez les Spurs, c'est Dejounte qui va se mettre sur son dos, ils vont faire genre, vas-y, détruis-le si tu peux défensivement. Parce que DeRozan, à chaque fois qu'il a l'occasion d'aller l'attaquer. Exactement. Et même chose, je parlais des Clippers, mais il y en a plein d'autres des équipes comme ça. Danny Green va lui courir au cul. Enfin, tous les mecs qui vont avoir des pitbulls défensifs vont dire genre, toi, scouting report, je m'en bats les couilles, tu vas sur Luka. C'est ça. Et il faudra se préparer à ça. Après, ce qui est cool, c'est qu'on a un phénomène en main. Donc, mais c'est trop bien de voir un prodige comme ça qui joue au plus haut niveau de basket qui existe et qui quasiment chaque soir va avoir un coach qui en face, comme tu viens de le dire, genre, alors mon pitbull défensif, alors tiens, toi le pitbull là, tu vois le petit blondinet là, tu le lâches pas du match. C'est clair. Et toi les attaquants là, à chaque fois que vous avez l'occasion, vous attaquez sur lui. Il va devoir, tu vois, genre ça va être un truc de ouf. Et même chose pour Porzingis, à chaque fois que tu peux aller défier Porzingis, tu vas aller le défier. Ouais. C'est sûr. Indice d'ailleurs par rapport à ça, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que c'est post-All-Star Break, Dallas a un des calendriers les plus hardcore de la NBA. Voir aussi comment ces mecs-là réagissent face à la difficulté, l'adversité. Parce que c'est comme les séries B, quoi. Là, on va voir les mecs monter, on the rise, on va être là genre pick and pop, c'est de la balle et tout, mais quand on parle vraiment de se qualifier en playoff et monter dans l'élite, et qu'il y a là les équipes qui sont déter à l'ouest, comment ça se passe quand Luka, en fait, si ça se trouve, il n'arrive pas à aller en playoff la saison suivante, comment est-ce que tu réagis? Il y a le côté compétiteur, mais il y a aussi le côté tête brûlée, quoi. Donc à voir. En tout cas, ça va être fort excitant. Ouais. Et n'hésitez pas à donner votre réponse et vos éléments à cette question de la mort. Nous, on va devoir enchaîner. Allez. C'est quoi, là? Le Golden Gerrard? Mais oui, c'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Alex, petit backflip. Let's go! Nous sommes en direct de l'American Airlines Center, à moins que ça change d'ici demain matin. On est à Dallas et donc gros classique, il est 2h du matin, on va regarder les Mavs et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur Dallas. Évidemment du Luka et du Kristaps, on en a beaucoup parlé. Alex, qui d'autre va te faire cliquer cette saison? Tim Hardaway Jr. Clairement. Déjà, c'est pas... Enfin, c'est un joueur que...
je sais pas comment Rick Carlisle va l'utiliser exactement, parce qu'on en a parlé dans le 5 majeur, il y a une interrogation autour de titulaire, pas titulaire, gros rôle offensif avec la seconde unit, ou quoi, on va voir. Ouais. Mais pour moi, il a des qualités offensives de shooter, de un minimum de handle et de qualité athlétique, un peu slasher par moment et tout, qui, en fait, genre, qui d'autre les a en fait dans l'effectif des Mavs en fait, j'ai envie de dire. Il y a Luka évidemment, et puis Porzingis c'est un bon shooter, mais Tim Hardaway Jr. il a ce côté genre il est un peu perso, il aime bien agresser le cercle, genre lui quand il va recevoir un ballon à demi ouvert il shoot, ça il y a pas d'hésitation. Il y a que carré sur la manette de Tim Hardaway Jr. Par moment c'est énervant. Mais moi, je pense que dans l'optique d'une équipe tournée offensivement autour du duo Doncic-Porzingis, je pense que le rôle de Tim Hardaway Jr. en troisième scoreur de l'équipe est pour moi primordial dans la réussite des Mavs. Deuxièmement, Tim Hardaway Jr., je crois qu'il en a encore une dans son contrat après celle-ci. Mais c'est tout. Donc lui, il faut aussi qu'il réfléchisse parce qu'il a pris quand même un assez gros contrat. Le petit contrat, c'est quoi ? C'est les Knicks qui lui ont offert ça quand ils l'ont récupéré d'Atlanta après l'avoir tradé et tout. Enfin, bref. On n'a pas matché. Je crois qu'Atlanta n'a pas matché, c'était pas mal. Voilà. Et donc du coup, je pense que c'est un joueur sur lequel Rick Carlisle doit se pencher et doit réfléchir à, au-delà de ses stars, à mettre en très bonne condition Tim Hardaway Jr. parce que ça peut lui changer la vie dans pas mal de matchs. Vraiment, j'y crois. Donc, je pense que je vais beaucoup regarder qu'est-ce qui est fait avec Tim Hardaway Jr. à chaque fois que les Mavs jouent. Les checks de Tim Hardaway Jr. vont être... Ça peut servir, ou tu sais, de temps en temps, Doncic, là, ça rentre pas et tout. S'il a l'intelligence d'en laisser 2-3 ISO à Tim Hardaway, tu vois, genre, ça se défend comme choix tactique. Est-ce qu'il fait toute la saison à Dallas ? Oh, c'est pas sûr, ça, par contre. Je demande juste, est-ce qu'il fait toute la saison à Dallas, Alex ? C'est pas sûr, ça, dis donc. Alex, arrête de botter en touche. Je dirais oui, celle-ci. Ok. Mais franchement, c'est pas sûr. Je dirais non, perso. Tim Hardaway Jr. pour Alex, et je vais partir sur monsieur Jalen Brunson, le meneur, en provenance de Villanova. Alors, si on fait tout le profil, bon déjà la saison rookie, top, surtout la fin de la saison rookie, parce que c'est un joueur très cérébral, posé, peu d'erreurs, on aime bien un peu dans le moule, un peu des Jameer Nelson, ces espèces de meneurs un peu petits, mais qui font peu d'erreurs, qui savent gérer, tu vois qu'il peut gérer l'attaque d'une équipe pendant, pas 48 minutes, mais pendant quelques séquences. Peut tenir un ballon sans faire de la merde. Il a ce côté agressif qui est pas mal et qui le change notamment de son circuit à Villanova où il y avait plein de copains, Omari Spellman, Michael Bridges, Dante DiVincenzo, si je dis pas de bêtises, tous les copains de Villanova. Et en fait, quand tu regardes les options des Mavs à la main, parce que j'aime bien Rick Carlisle qui parle de genre ouais, je vais faire jouer Luka à la main, mais en même temps c'est normal, genre il y a plus Devin Harris, JJ Barea il revient d'une giga blessure, et Delon Wright il peut le faire plutôt jouer deux. Donc dans les situations où il faut gérer les Mavs et avoir quelqu'un qui contrôle le tempo et qui soit un autre ball handler, parce que j'aime bien Tim Hardaway Jr. Il peut filer ça un sophomore. Et je trouve que dans le travail de draft des Mavs, dans ces joueurs un peu paumés qui peuvent bien bosser dans cet environnement-là et devenir vraiment des piliers de la franchise sur le court terme, je crois que Jalen Brunson en fait partie. Je crois qu'il tirs en plus, je pense à peu près. Ça va. Et en fait, après, il est propre, il prend que des bons choix. Donc c'est ça, mais c'est très très propre à regarder jouer. Moi, j'aime beaucoup. Jalen Brunson, c'est super. Tu vois très très peu d'erreurs. Il s'entend bien avec Luka. Et de toute façon, ils sont de la même cuvée. Mais à vérifier. Et même remarqué par nos amis évidemment de Team USA, puisqu'il a fait le mini-camp. Voilà, ces joueurs comme ça là, qui font peu d'erreurs, j'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que t'as raison, c'est important parce que Delon Wright, est-ce que c'est vraiment un mec qui va pouvoir tenir la balle ça depuis le poste 1 ? Je dis pas qu'il peut pas. Il a fait les triple doubles à Memphis, mais parce que pareil, il n'y avait pas d'option. C'est un 1 qui peut jouer combo 2 et tout. Donc, il est grand, c'est un profil complètement différent. Ouais, c'est ça. D'accord. Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr. et évidemment plein d'autres garçons du côté de Dallas. On va devoir terminer nous avec la dernière section. Un petit pronostico. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. The pronostic. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous connaissez le classique, mais avant ça, la cote du champion. Les Mavs ont une cote pour le titre. Elle est à 60. Ouais, moi aussi. Ça m'a paru un peu... Enfin, c'est une cote... Genre, ils vont avoir des cotes meilleures que d'autres grosses franchises, en fait. Oui, c'est possible, oui. On verra le moment venu, mais oui, c'est possible. Les Mavs ont
Après, ça va, une cote de 60, ça veut aussi dire que les bookies qui nous ont mis ça en place ne comptent pas forcément trop sur eux, mais quand même, c'est une cote bien supérieure à toutes les équipes qu'on a faites juste avant. Ouais, on va voir après l'over-under, je suis assez curieux. Je suis assez curieux aussi. À mon avis, on va voir ce que ça va donner. Mais nous, on a les 24 secondes à faire. Alex, est-ce que t'es chaud? Allez. Attention pour ton pronostic sur la saison des Mavs. 3, 2, 1, ref la Friends. 34 victoires pour les Mavs, je leur mets un petit peu plus que l'année dernière, mais pas tant que ça. Pour moi, ce banc, cette rotation d'une manière générale, au-delà du 7e homme, c'est pas suffisant pour aller en play-off à l'Ouest cette année. Deuxièmement, je pense que ça va prendre des valises de points, vraiment. Troisièmement, on l'a dit, on l'a répété pendant la question de la mort, le duo Doncic-Porzingis c'est ultra bandant, mais c'est encore jeune, même si c'est des winners les deux, je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps. Je les mets pas en play-off cette année. Je pense que la Conf Ouest est trop balèze là pour les Mavs cette année. Magnifique, 37. T'étais dans les temps. Voilà. T'étais en horloge NCA comme on dit. Eh bien écoute, je vais pas mal te suivre. Attention, 3, 2, 1, top. 36 victoires pour les Mavs, donc j'en donne 3 de plus que la saison dernière, parce qu'il y a juste le duo de talent. Je peux pas les mettre pareil plus haut parce que déjà il y a des incertitudes par rapport au retour de Porzingis. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien ce qu'il dit, mais je veux le voir aussi sur le terrain, comment ça se passe. Valise de points notamment à prendre en défense. Surtout, moi j'ai envie de donner un conseil aux fans des Mavs, doucement sur les attentes. C'est une année vraiment où tu essaies de construire pour l'avenir. Donc si tu ne fais pas les playoffs, c'est pas grave, mais au moins qu'il y ait des bases au niveau de l'identité et de cette entente Porzingis-Doncic qui peut mener par la suite à venez les free agents, venez on retourne en playoff. Non mais t'as raison, pour moi c'est encore une année de transition. Oui, tu vois, parce qu'il y a, à Dallas. c'est parce qu'il y a beaucoup de hype, il y a plein de gens qui ont vu Doncic Porzingis, ils se disent direct les playoffs on y va, let's go, ce serait tellement décevant. Non, chill out. Moi je pense que c'est bien d'avoir une première année où en fait ça se passe et où Kristaps peut jouer sur deux jambes. Ouais. Tout à fait. 70 matchs quoi. Exactement. Un petit over-under. L'over-under, alors dis-moi, chez nos amis d'Unibet, ils sont pas tout à fait d'accord avec nous, je préfère te dire tout de suite. 28. L'over-under, il est à 41,5. Donc là, nous, on est clairement under. Dallas gagne un match sur deux cette saison. Oui, on est clairement under, là, nous. Je sais pas s'ils ont vu, mais il y a les Spurs et les Rockets, et voire même les Pélicans, dont on va parler à un de ces moments dans leur division. Plus t'es à l'ouest, quoi. Tu vas jouer 3 fois les Lakers, 3 fois les Clippers. Dallas gagne un match sur deux cette saison. Tu vas jouer 3 ou 4 fois les Suns. Hein. Voilà, quoi, c'est tendu. Non, mais bon, le Jazz, les Nuggets, je veux dire, c'est l'ouest, quoi. Et bah dites-nous, sur l'over-under. On est under, tous les deux. Exactement. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau made by Léonce et ça se remplit à l'ouest. On arrive en play-off. On y est bientôt. Ça arrive dans le top 8. Ça arrive, gentiment, on est à l'ouest, on monte à l'ouest. C'est ça. Et donc évidemment, vous connaissez le classique, on se retrouve demain avec une nouvelle preview. Et pour savoir de quoi il s'agit et de quelle équipe il s'agit, Alex, un petit indice ? Ouais, 12,9 km.